Bah écoutez, il est 14 heures, on ne va pas prendre de retard, on va poursuivre cette journée orientée confiance numérique. Donc je vous rappelle le programme. Donc juste après, vous aurez le guichet juridique avec Maître Caprioli et Agosti auquel vous pourrez poser toutes vos questions et qui répondront pendant une trentaine de minutes. Ensuite, nous aurons une session sur l'identité numérique et le KYC. Et puis, on clôturera la journée avec une session sur les technologies qui impacteront demain l'écosystème de la confiance numérique. Mais bon, voilà. Pour l'heure, place à l'archivage électronique avec ce titre. Alors, on avait un autre titre qui était l'archivage électronique, un besoin urgent, avec Jean-Philippe Balivet, qui est directeur activité CSP d'Innovation and Trust, et Hervé Streff, qui est directeur stratégie digitale chez Xeliance. Alors, vous le savez, l'archivage électronique, c'est un sujet qui est au cœur certainement de vos préoccupations, si vous êtes avec nous, mais qui revient aussi souvent dans le programme de cette journée. Ça fait 3 ans maintenant, parce que finalement, entre les besoins en conformité de certains secteurs d'activité, la volonté de protéger certains contenus sensibles des cyberattaques, les efforts de mutualisation de certains acteurs publics pour répondre à leurs exigences d'archivage ou tout en réduisant les coûts. Et puis, on va en parler un petit peu des vracs numériques qui enflent à vue d'œil au sein des entreprises. Eh bien, nous constatons tous qu'il y a un réel besoin, mais qu'il y a aussi encore beaucoup à faire et un vaste marché à éduquer. Alors voilà, avant de se lancer dans le vif du sujet, une présentation des deux entreprises et de Jean-Philippe et d'Hervé. Alors je crois que là, ça s'affiche correctement. Voilà, commençons par Innovation and Trust, Jean-Philippe. Alors, pour moi, le slide ne s'affiche pas encore. Je pense que la transmission est un peu longue. Pour l'instant, j'ai un petit truc d'attente, mais c'est pas grave. Normalement, je dois pouvoir présenter l'entreprise sans le slide. Donc, Innovation and Trust, on est une filiale du groupe Tessi qui a été créée cette année en fait pour regrouper un certain nombre d'activités existantes et puis incuber aussi de nouvelles activités. C'est ce qu'on appelle la Digital Factory du groupe Tessi. Donc, c'est une société qui est là pour promouvoir des logiciels innovants dans le domaine de la confiance numérique. Et comme tu le disais, là, pour nous, la partie archivage électronique, gestion du document, fait partie de ce domaine de la confiance numérique au même titre que des sujets plus traditionnels comme la signature électronique, les autorités de certification, etc. Donc c'est vraiment un des éléments, un des piliers pour nous de l'offre confiance numérique. Dans notre stratégie finalement de développement logiciel, ce qui est important, c'est qu'on est en mode cloud, on est hébergeur et on pense que le développement de cloud souverain est très important aujourd'hui. Et puis on se positionne aussi dans une dimension plus humaine avec un impact fort sur la responsabilité sociale et environnementale, faire des logiciels plus humains, plus disponibles, plus rapides, plus efficaces. On pense qu'on ne peut pas tout à fait aujourd'hui ignorer cette dimension-là dans la vie de l'entreprise et dans le design de nos logiciels. Donc, je vois toujours pas le slide, mais tu peux le passer. Mince, en mode fantôme. Alors, c'est arrivé ce matin. Alors, je ne sais pas si d'autres participants le voient correctement ou si c'est que moi, c'est plus ça surtout. Hervé, de ton côté, est-ce que tu Oui, vois les vois slides? bien, oui. Je vois bien. Bon, j'essaierai de régler ça après. Donc, sur le côté de notre offre, en 2 mots, il y a bien sûr la partie Content Service Platform, donc tout ce qui concerne la GED, le case management et l'archivage électronique dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Tout ce qu'on appelle la dimension Digital Trust, donc la signature électronique, la vérification d'identité, les autorités de certification. Du développement d'applications business un peu plus verticalisées, et notamment dans le monde de la santé, parce qu'effectivement, c'est aussi un domaine où la confiance est numérique. Et on se positionne comme un tiers de confiance, donc on essaye d'avoir toutes les certifications qui vont bien. On va parler beaucoup aujourd'hui de la NF 461, bien sûr. Et puis, comme je disais, on a une vocation à innover dans le domaine logiciel, et pour ça, on anime un réseau de startups qui s'appelle Pépite Shaker et qui est vraiment là pour effectivement nous alimenter en nouvelles technologies et en solutions innovantes. Voilà en quelques mots Innovation and Trust. Eh bien, parfait. Hervé, je me tourne vers toi pour une présentation de Xeliance pour ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise. Oui, merci. Alors, la présentation est étrange. Oui, Ça s'affiche oui. Là, ça ne s'affiche pas correctement. Je pas suis désolé. correctement.
Bon, bah, pareil, je vais le faire un peu comme Jean-Philippe. Xeliance, donc on est une société assez jeune en termes de marque, puisqu'on a 5 ans, on est la fusion de 5 entreprises, dont une sur nos activités, enfin 2 sur notre activité historique d'archivage, puisqu'on a la fusion de Locarchive et d'Archiveco, donc sur les activités d'archivage physique et électronique. On intervient également sur le domaine de tout ce qui est relatif à l'optimisation des processus métiers, donc sur les prestations de numérisation standard ou numérisation fiable, sur les activités de business process outsourcing et d'intégration de GED, on est le premier intégrateur DocuWare en France, qu'on complète avec des activités effectivement de conseil et d'accompagnement et d'intégration pour nos clients. Donc, en tant qu'opérateur de service, on a beaucoup capitalisé effectivement sur l'élaboration des référentiels autour de la confiance numérique, donc aussi bien sur les domaines d'archivage physique, archivage électronique avec la 461 et la numérisation fiable. Également, on a un produit certifié coffre-fort électronique selon 42.020. Et sur toute la partie opération, donc on est plutôt sur les normes système, notamment 27001 sur nos infrastructures cloud privées souveraines. D'accord. Est-ce que là, Jean-Philippe, tu vois les slides? Ouais, j'ai fait un petit refresh, ça a l'air d'aller mieux, on va voir, j'espère que ça va continuer. Je les vois aussi. Bon, ok. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc pourquoi il y a urgence autour de l'archivage électronique? Alors pourquoi? On a rassemblé quelques chiffres en fait qui effectivement motivent un peu d'urgence sur les projets et on voit pas mal de projets se déclencher. Et on sait quand on interroge les DSI que c'est un sujet qui est vraiment très présent pour les DSI dans les fonctions techniques, mais aussi pour les archivistes et pour les gens qui s'occupent de sécurité, pour les RSSI. Donc on voit que sur ce slide-là, que le nombre de mises en demeure, d'amendes, de sanctions qui sont prononcées pour des manquements au RGPD en général et à la protection des données deviennent de plus en plus importants. En fait, ce sujet-là, le RGPD, hein, c'est pas tout récent, mais très récemment, ça a pris un caractère d'urgence parce que les amendes sont de plus en plus nombreuses, les contrôles sont de plus en plus nombreux, les audits, les interrogations aussi simplement des citoyens et des usagers sont de plus en plus importantes. Et on voit qu'autour des sujets, des amendes qui ont été infligées, le vrai sujet qui a été mis en avant, c'est le manque de protection des données. C'est le manque de due diligence sur la sécurisation et la protection des données. Et c'est ça qui est le vrai point faible. Et quand on parle de SAE aujourd'hui, une des fonctions du système d'archivage électronique, on pense beaucoup à la valeur probatoire et effectivement à la capacité à gérer les litiges, mais un des vrais sujets, c'est aussi la confidentialité et la sécurité des données. Et donc cet aspect de gouvernance, hein, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, il est extrêmement important. Et de plus en plus, les RSSI, les DSI, et il y en a sûrement dans l'audience qu'on a aujourd'hui, voient l'urgence du sujet et ne se disent plus comme on le faisait depuis quelques temps, pendant quelques années sur le RGPD. On peut encore attendre un peu et on verra bien comment ça va se passer parce que la réalité, c'est que si on s'en occupe pas, ça se passe pas très bien en fait. D'accord. Alors, j'ajouterais que chez Archimag, on a mené une enquête en début d'année uniquement auprès d'entreprises privées, je le précise, qui confirment qu'en termes d'archivage électronique, les entreprises françaises sont encore assez loin du compte. La preuve avec 3 chiffres. Le premier, c'est que 48% des entreprises n'ont pas de politique d'archivage clairement définie. Je trouve que ça fait encore beaucoup. Le second, c'est que pour seulement une entreprise sur 10, l'archivage se fait à 100% en électronique. C'est-à-dire que pour toutes les autres, c'est encore de l'hybride, papier plus électronique. Et puis le dernier, c'est que 60% des entreprises qui ont répondu à cette enquête ne disposent pas de SAE. Donc voilà, il y a encore du chemin à faire. Il y a bien une urgence. Et puis il y a cette histoire aussi des dark data et des vracs numériques dont j'ai parlé un tout petit peu. Ouais. Avant juste de parler de Dark Data, pour que tu rebondisses, on voit bien que nos premiers gros clients en matière d'archivage sont des gens de l'assurance, de la finance, de l'énergie, du public, qui sont déjà très sensibles à la problématique en fait. Mais aujourd'hui, il y a plus de secteurs qui peuvent ignorer effectivement ce besoin et le sujet du SAE. Pour dire 2 mots de ce qu'on appelle nous le dark data, tu appelles ça le vrac numérique, etc. C'est toutes les données froides finalement qui existent dans le système d'information, qui sont potentiellement jamais consultées, qui dorment dans des serveurs. On a ici quelques chiffres hein, sur les coûts, sur les volumétries qu'on estime effectivement de ces données qui seront générées.
C'est toutes les données qu'on va trouver dans les SharePoint, dans les mails, dans les serveurs de fichiers qui vont traîner à droite à gauche, voire dans les applications métiers, qui sont jamais exploitées, pas vraiment utiles. Ces données-là, elles présentent un risque. Elles présentent un risque parce que c'est de la conservation de la donnée au-delà de leur utilité. Donc, c'est un risque RGPD, comme on le disait. C'est un risque juridique. C'est un risque de sécurité. S'il y a une fuite de données, bah, on augmente le périmètre d'exposition. Ce risque-là, il est important. C'est aussi un coût. Je parlais de responsabilité environnementale. Le coût de laisser des données effectivement dormir et des données utilisées qu'on ne pourra plus jamais nettoyer, c'est un coût financier et environnemental qui est de plus en plus important et de plus en plus réel. Et plus le temps passe, plus la gestion de ces dark data devient difficile à atteindre, et plus on laisse passer de temps pour mettre en place cette gouvernance, ben plus finalement cette dette de dark data se creuse pour les entreprises et va devenir plus difficile à gérer. Donc là, il y a un vrai sujet effectivement de traitement, qui est un sujet de conformité, qui est un sujet réglementaire, qui est un sujet de risque et qui est un sujet aussi de coût financier et environnemental. Donc un sujet qui effectivement pousse vraiment à l'urgence, et plus on digitalise les processus, la post-Covid où on a digitalisé de plus en plus de choses, plus on se crée finalement des flux de données qu'on a du mal effectivement à gérer, à contrôler et puis à éliminer, et dont on a du mal à gérer le cycle de vie. Alors, avant de parler plus spécifiquement du SAE, quand on associe la plupart du temps au SAE le terme la valeur probatoire, on met ça avec. Et de quoi parle-t-on exactement quand on parle de valeur probatoire? Est-ce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent pas mal de choses là-dedans. Oui, alors il y a une expression qu'on emploie beaucoup et qui est très mauvaise, qui est l'archivage à valeur probatoire. L'archivage, il n'a pas de valeur probatoire, hein. L'archivage, c'est de l'archivage. En fait, ce sont bien les documents qui ont une valeur probatoire, et ce qu'on cherche, c'est à préserver la valeur probatoire de ce document-là. L'exemple que je donne vraiment souvent, c'est l'arme du crime. C'est ça qu'on veut protéger et qu'on va présenter à un juge. On ne va pas présenter le sac plastique avec les scellés dessus, on ne va pas présenter le coffre. Par contre, le juge, il va regarder effectivement comment l'arme du crime a été conservée. Et le SAE, c'est vraiment ça, c'est le coffre, c'est l'espace de stockage dans lequel on va préserver un document pour le présenter à un juge avec une présomption effectivement d'authenticité et d'intégrité de ce document. Il se trouve qu'en France, on a effectivement tout un contexte normatif avec la norme Z42013 hein, qui couvre effectivement l'archivage électronique. Cette norme-là, elle va au-delà simplement de la conservation de la valeur probatoire. C'est un des éléments de l'archivage, mais là, archiver un document, ça veut dire beaucoup plus que ça, hein. Tous les gens qui sont archivistes, bibliothécaires le savent bien. Donc ici, on a essayé de résumer les principaux éléments effectivement qui sont derrière cette terminologie d'archivage électronique, de système d'archivage électronique, ce qu'on appelle donc assez improprement l'archivage à valeur probatoire. Donc c'est bien sûr, j'en ai déjà parlé un peu, la sécurité et la confidentialité de la donnée, s'assurer qu'on sait qui accède aux documents, que l'accès est limité, qu'il est juste nécessaire et qu'on protège effectivement contre les menaces le document en question. Le deuxième point important, c'est l'intégrité et la pérennité. On veut effectivement conserver potentiellement sur une durée très longue un document et s'assurer qu'il n'est pas modifié. Donc cette préservation de l'intégrité est importante. Quand on travaille dans les RH, par exemple, on va garder des documents sur toute la carrière d'un employé, potentiellement pendant 50 ans, pendant 60 ans. On va devoir conserver effectivement des documents. Donc on travaille vraiment sur du long terme, hein. On prend aujourd'hui des documents qui devront être encore stockés dans nos systèmes en 2100. Hein. Donc on travaille vraiment sur une perspective très longue. Et le dernier point, effectivement, c'est les aspects de traçabilité, de savoir qui va accéder aux documents et quand, parce que toute cette histoire-là va être importante, effectivement, quand on va vouloir démontrer l'usage qui est fait du document. Donc on voit que la norme Z42013, cette norme française, elle a un périmètre très large qui concerne tous les aspects de l'archivage, effectivement, de documents électroniques. C'est une norme qui est importante, qui a été portée à l'ISO, qui aujourd'hui est une des bases de réflexion au niveau européen pour peut-être avoir effectivement aussi un règlement EIDAS qui couvre ces éléments d'archivage électronique. Et c'est bien sûr quelque chose qui est aussi très intrinsèquement lié au projet de facture électronique qui arrive, hein, au changement effectivement sur la démat des factures, puisque derrière la démat des factures, il y a de l'archivage électronique, hein, puisqu'on est sur des flux dématérialisés. Donc on est plutôt en avance en France, en Europe et dans le reste du monde avec ce contexte normatif qui est vraiment intéressant
et qui vraiment nous permet de bien qualifier quel système d'archivage électronique pour le public, pour la santé, etc. Donc il y a une couverture très très large et qui est plutôt le modèle qui se propage aujourd'hui un peu en Europe et dont on espère qu'il pourra être adopté plus largement en Europe pour avoir effectivement des réglementations européennes qui soient cohérentes. Alors là, si tu me permets, Eric, juste apporter un complément quand même sur la partie traçabilité, parce qu'en fait, un SE, quand même, un SE est un concept assez français, où on va assez loin dans la protection de la traçabilité. On ne se contente pas de définir des logs, mais on va mettre en place un dispositif de calcul d'empreintes des documents, d'enregistrement de ces empreintes dans des journaux qui vont eux-mêmes être scellés et chaînés entre eux de manière à ne pas être falsifiés. Donc c'est une forme de blockchain. En gros, le SE a inventé depuis longtemps la blockchain, hein, sauf qu'elle n'est pas diffusée en externe. Mais c'est important de le dire, parce qu'en fait, c'est une approche assez latine qui est beaucoup appliquée donc, en France en premier, mais tous les pays latins, et qui n'est pas forcément transposable dans le droit anglo-saxon. Ils sont plutôt sur l'audit trail, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup moins loin que nous en termes de traçabilité. Donc, il y a une petite compétition au niveau international sur le concept de SE, c'était pour dire ça. D'accord. Alors justement, Hervé, Jean-Philippe parlait des factures. Qu'est-ce qu'on injecte dans un SAE? On met tout? On fait une sélection? Quel type de données? Quel type de documents? Je réponds. Oui, oui. Je vais répondre en étant un peu provoquant par rapport à un peu la confrontation entre SAE et coffre-fort numérique. Je dirais que ça dépend un peu des durées de conservation et des enjeux en fait portés par les documents eux-mêmes. Je dirais que sur même les factures, on n'est pas forcément obligé d'ailleurs d'avoir un coffre-fort électronique. Les simples cachets à poser sur les factures suffisent. Je dirais que sur des documents, sur des durées de conservation courtes, c'est-à-dire inférieures à 10 ans, on peut très bien avoir des systèmes d'information qui sont interfacés avec des coffres et ça va très bien puisque les documents vont être détruits. Par contre, à partir du moment où on va dépasser les 10 ans, il y aura besoin de gérer de la pérennité sur du long terme, sur 20, 30, 40 ans. C'est important de rendre les actifs informationnels non dépendants des services producteurs. Et c'est là que les SAE ont tout l'importance, c'est que ça va devenir un système transverse qui permettra de gérer la dimension de pérennité au-delà de la vie des systèmes producteurs. C'est ça qui distingue, selon moi, un peu un coffre-fort électronique qui a plutôt un usage court-moyen terme et un SAE qui a plutôt un usage moyen-long terme. D'accord. Et alors, j'imagine que, enfin, je sais pas, je suis certain que la signature électronique a aussi un impact sur la politique, sur les besoins et la politique en archivage. Justement, alors cet impact, quel est-il? Tous les documents signés. Ah, alors, si tu veux bien, je vais en parler parce que j'ai développé une slide un peu après, à la fin. Voilà. Plus loin, alors. Oui, voilà. Non, mais vas-y, continue le fil. Hein, voilà. Celle-ci? Non? Oui. Non? Ah bah, alors, ok, alors on y reviendra à cette question. Pardon, tu disais Jean-Philippe? On pourra en reparler après. On en reparlera après. Ok. Alors, bon, autre question, en tout cas, ce que j'entends beaucoup, moi, c'est que le SAE est quand même souvent présenté par ses détracteurs comme une usine à gaz, une grosse machinerie lourde, complexe, coûteuse, difficile à faire évoluer. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bah, non, je ne vais pas te dire ça. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on positionne, nous, des SAE qui ont des fonctionnalités de GED aussi. C'est-à-dire, ici, on voit qu'un des scénarios sur lesquels on déploie nos solutions sont des scénarios de consolidation de GED. On ne conçoit pas le SAE comme un système qui est mort. Parce qu'on dit, effectivement, au moment où on produit un document dans l'entreprise, au moment où il est reçu, on doit, et c'est un des sujets du RGPD, on doit déjà s'engager sur sa conservation, son cycle de vie et la confidentialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un sorte de purgatoire pour les documents en disant bah, finalement j'ai reçu un document dans un mail, il est au purgatoire, je ne le gère pas et finalement je vais ignorer ce qui se passe en termes de confidentialité et de sécurité. Donc on dit au plus tôt finalement, le SAE, au-delà de sa fonction d'archivage, hein, comme je disais, c'est une vision assez large de la gestion du document électronique. Ou plutôt le document qui rentre, qui contient forcément quasiment de la donnée personnelle ou de la donnée sensible, ce document-là, il doit rentrer dans le SAE et il doit être vivant. Et c'est ça qui est important, c'est que pour nous, déployer une solution comme notre solution Data Content, c'est aussi une solution de consolidation et d'optimisation du stockage, parce que c'est l'opportunité de mettre des solutions qui soient transverses en fait et qui permettent
d'abord de gouverner mieux la donnée et de gouverner mieux le document, mais aussi de le rendre accessible le plus possible aux applications, que ce soit à travers des services, des échanges, du reporting, de l'analytics, etc. Donc c'est vraiment ça le sujet, c'est de dire le SAE, c'est pas une grosse usine à gaz qui vient à côté et qui est juste embêtante pour stocker les trucs dont on n'a plus besoin. C'est un des éléments du socle du système d'information avec d'autres sources de données, avec des data lakes, etc. C'est un des éléments importants et de construction du socle du système d'information qui va assurer sa sécurité, sa conformité et aussi sa haute disponibilité, hein, parce que on a, nous, une solution qui est conçue plutôt en mode big data pour cet usage-là, effectivement, pour cette intégration-là. J'ai donné sur les slides suivants un peu des exemples de projets qu'on fait. Hein. Je les ai un peu anonymisés, peut-être que vous pourrez savoir ce que c'est, mais on a développé la solution avec un organisme de recouvrement important de la protection sociale en France, il n'y en a pas 50. Mais c'est avec eux qu'on a développé cette solution parce qu'ils avaient d'abord un sujet de volumétrie avec plus d'1 milliard de documents en ligne, hein, et puis un sujet d'une problématique de disponibilité continue 24/7 pour effectivement les usagers du service. Donc des très fortes contraintes de disponibilité, un besoin d'accès aux documents pour leurs 30 000 utilisateurs internes, mais aussi pour tous les cotisants à travers le portail. Et on continue de travailler effectivement dans les organismes de protection sociale sur les mêmes sujets avec des très gros volumes de données, des très fortes contraintes de disponibilité. Et on voit qu'en fait, le SAE derrière, qui va effectivement gérer le cycle de vie du document et l'archivage, en fait, c'est quelque chose qui est très frontal et qui est sur le front dans la relation avec les usagers du service et pas quelque chose qui est mort et qui est inutile, mais au contraire, qui est générateur de valeur ajoutée et de facilité d'accès aux documents et à la donnée. Si on regarde l'autre exemple finalement d'implémentation qu'on fait, c'est pour un grand groupe d'assurance effectivement et de protection sociale, donc à peu près 10 000 collaborateurs et 15 millions de clients. Là aussi, c'est le stockage des documents de l'ensemble des branches. Et ça s'inscrit pour eux dans une stratégie de plateforme, finalement, de plateforme métier. Et dans la construction de leur plateforme métier, bah, il y a une des premières briques qu'ils mettent en place, c'est justement la brique d'archivage électronique. Là encore, dans une vision de consolidation des GED. Donc, on va consolider 5 ou 6 GED avec déjà aujourd'hui plus de 40 Tera de données hein, qui sont stockées. Et derrière, cette GED-là, elle va être utilisée et intégrée dans les applications métiers, dans les portails clients directement. Donc, on voit que le SAE, c'est oui une solution de conformité, oui une solution de sécurité, mais c'est aussi une solution de productivité et d'optimisation des coûts. Et on ne peut pas concevoir l'un dans l'autre. Hein. Ça ne doit pas venir en plus du reste, mais ça doit vraiment être très intégré dans la construction et dans l'urbanisation du système d'information. Alors, même question. Hervé, quelle est ta réponse quand moi je dis que le SAE c'est lourd, complexe et c'est une technologie pas au top? Est-ce que je me trompe? Non, je dirais que ça dépend des usages qu'on en a. C'est extrêmement hétérogène. En fait, on voit, on a des clients, par exemple des startups qui vont faire des notes de frais. Et il y a besoin de conserver ces notes de frais. Intégrer en fait un flux de dépôt SAE, c'est 3 jours, enfin maximum en prenant tous les tests, et c'est très rapide à mettre en œuvre, voire pas cher. Enfin, voilà. Parce qu'on est sur du document sériel de masse, c'est assez facile. À l'opposé, on va prendre un ministère avec des choses extrêmement complexes en termes de workflow, archivistique, de gestion des durées, des règles de gestion. Il peut y en avoir jusqu'à 6 entre la confidentialité, communicabilité, durée d'utilité administrative, d'utilité courante, etc., avec des plans de classement de la mort. Et là, effectivement, on peut être sur des projets relativement lourds avec des reprises d'existants. Donc, je dirais que c'est pas le SE qui est complexe, c'est l'usage qu'on va en faire. Mais on voit une différence assez significative en fait entre les applications de la sphère privée qui restent assez simples et plutôt interfacées avec des SI en amont comme des GED ou des systèmes métiers. De la sphère publique, on adresse vraiment un métier d'archivisme beaucoup plus poussé, notamment sur des archives définitives, où là, effectivement, on va très loin dans les processus. Parfait. Donc là, c'est une présentation de la solution. Voilà, c'est la solution qu'on a développée depuis quelques années chez Exeliance. Donc, on a investi plus de 10 millions d'euros dans une solution en s'appuyant sur l'initiative Vitam. Donc, qui a été développé par l'État, où justement l'idée a été de faire un focus
au niveau de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que souvent, ce qui rend un SE complexe, c'est que le métier de l'archivage a été appréhendé par des informaticiens, en fait, qui vont développer des outils informatiques, et on va vite être dans des choses complexes. Donc, l'idée, c'était comment remettre en fait, l'utilisateur au centre, donc avec une démarche user-centrique, en redéveloppant des interfaces qui fait que les usages deviennent simples. On peut avoir des fonctions de type drag and drop, Dropbox, etc., pour déposer un document dans le SAE sans forcément avoir à paramétrer un SIP au format CEDA pour pouvoir injecter un document dans un SAE. Voilà, par exemple. Donc, la solution qu'on a mis en place, c'était d'abord de rentrer par l'utilisateur en développant un portail, donc avoir une authentification unique et tout le modèle d'habilitation qui ensuite vont donner des droits d'accès à un système d'archivage, donc un ensemble d'interfaces homme-machine adaptées au type d'utilisateur. C'est-à-dire un utilisateur simple qui va simplement faire des recherches à la Google, il n'a pas besoin des mêmes choses qu'un archiviste qui va aller configurer des plans de classement. Donc, une application très modulaire et qui a la particularité d'être hybride. En fait, au début, on était parti sur un développement uniquement sur la partie archive électronique. On s'est aperçu que plus de la moitié des consultations, en fait, réintégraient la problématique des SIA et des fonctions d'archives papier. Donc, en fait, on a unifié un référentiel documentaire hybride pour des formes physiques et des formes numériques. Donc, ce qui nous permet de faire le pont, c'est notamment la numérisation fiable. Des fonctions SIA qui permettent au client de gérer des salles d'archives s'il n'a pas externalisé, des connecteurs vers des tiers archiveurs s'il a externalisé. Voilà, donc c'est un peu la particularité de notre produit. Ce qu'on s'est aperçu également, c'est que ce qui était complexe, c'était pas tant de gérer les usages dans un SE via les interfaces, mais surtout de gérer la collecte. Et en fait, ce qui est compliqué dans les projets, ce qui prend du temps, c'est arriver à mettre en place des connecteurs. On peut avoir vendu un projet, au bout d'un an, il n'y a pas un document dans les SE parce qu'en fait, on n'a pas interfacé les SI. Donc, comment rendre simple cet interfaçage? L'idée, c'était de développer un ETL documentaire en fait, qui permet, je dirais, à n'importe quel SI producteur de sortir des exports en fonction de leur format natif et de faire toutes les conversions, notamment en CEDA pour les versements en SAE. Donc, c'est un produit qu'on appelle Data Hub qui fonctionne assez bien et qui permet de mettre du lien entre les différentes offres. C'est-à-dire quand vous avez une GED interfacée avec un SAE, on enlève cette complexité. Je vois qu'il y a une question, par exemple, dans le chat qui est de dire j'ai un Alfresco, est-ce que je peux l'utiliser comme un SAE? Non, puisque Alfresco gère en fait la traçabilité, comme je le disais tout à l'heure, sous forme plutôt d'un audit trail. Donc, il y a des fonctions de règles de gestion et de traçabilité, mais ne va pas jusqu'à la journalisation chaînée, telle que le demande dans 461. Donc là, vous pouvez, dans Alfresco, vous avez une fonction de substitution du stockage et pousser vers un coffre-fort numérique ou un SAE. Voilà. Donc, effectivement, après, il faut pouvoir gérer ces interfaces proprement et les superviser. Donc, pour moi, la complexité, pour répondre à ta question, est plutôt dans la mise en œuvre des connecteurs que dans l'usage de la solution à proprement dite. D'accord. Et si on revient sur la signature que j'évoquais il y a quelques minutes et sur la préservation des documents signés? Effectivement, en termes d'urgence, on en a déjà évoqué plusieurs. Jean-Philippe en a évoqué notamment sur la nécessité de disposer d'un actif transverse pour les gérer. Moi, je dirais qu'il y a une deuxième urgence aujourd'hui, c'est gérer la signature électronique, parce que ce qu'on voit nous en tant que archiveur papier, historiquement, c'est que tout ce qu'il y a dans les cartons sont assez peu consultés, mais en fait, ils contiennent des documents qui contiennent un consentement, donc sous forme d'une signature cursive pour le moment. Et en fait, ce n'est pas consulté parce que ce qui a produit ces documents papier était déjà dans le système d'information. Donc, pour avoir accès à l'information, on n'a plus besoin du papier aujourd'hui. Par contre, en cas de contentieux, on a besoin de ressortir le document signé. Et ce qui se passe et ce qui s'accélère avec le Covid et le post-Covid, c'est l'émergence de tous les processus digitaux et de signature électronique. La problématique de cette signature électronique, c'est savoir comment je vais pouvoir démontrer dans 20 ans qu'un consentement a été établi selon l'état de l'art, alors que ce qui a permis de signer n'existe peut-être plus, peut-être que les systèmes producteurs n'existent plus, voire les signataires ne sont plus disponibles. Malheureusement pour eux, ils sont peut-être morts dans certains cas. Donc ça va être compliqué de leur redemander leur carte d'identité qui elle-même est périmée 20 ans après. Voilà. Et c'est toute la problématique qu'on se pose dans la signature électronique, qu'on ne se posait pas forcément dans la signature papier. Alors, ça n'a pas été vraiment bien adressé pour le moment en termes de normalisation ou de référentiel. Donc, EIDAS, dans sa version actuelle, donc dans la version 1, l'a pas vraiment traité. EIDAS propose aujourd'hui deux services. Le premier, c'est le service qualifié de préservation des signatures qualifiées. Mais comme il dit, en fait, c'est fait juste pour préserver une signature. En réalité, c'était un service
qui était prévu pour être un séquestre des autres tiers de confiance. Par exemple, je suis une autorité de certification et je dois archiver mes preuves. Ben, j'ai aussi ce service qui permet de le faire. Aujourd'hui, ça a assez peu de sens de préserver une signature sans le document signé. Parce que pour pouvoir vérifier une signature, il faut bien avoir le document à côté pour vérifier que la signature est bonne, quand vous avez un objet signature et un objet document à côté. Mais la plupart des documents aujourd'hui sont produits sous forme de signature encapsulée, donc c'est du PADES, du PDF, où la signature est dans le document lui-même. Donc c'est assez étrange de dire je vais préserver la signature, mais sans son document, alors que c'est le même binaire derrière. Bon. Bref, ce service peut être utilisé aujourd'hui pour dire je fais de la préservation qualifiée de documents qui sont signés de manière qualifiée. Et en France, comment on peut le faire techniquement? On peut le faire de deux manières. En fait, il y a une méthode qui vient plutôt de la sphère ce que j'appelle des cryptopathes, en gros, qui vont dire à chaque fois que votre certificat est périmé, il faut re-signer. Donc, c'est-à-dire qu'en permanence, vous allez re-signer en permanence vos documents. C'est comme si on disait, j'avais eu, je sais pas, Louis XVI qui avait un sceau à la cire sur un acte, ben, il y a quelqu'un qui va revenir et qui a reposé un sceau tous les 3 ans dessus. Voilà, c'est une technique qui existe. L'autre technique, c'est se dire, mais en fait, je prends les documents qui ont été signés en l'état, et c'est le système de journalisation chaînée du SAE qui va se substituer à la robustesse cryptographique de la signature elle-même. C'est-à-dire qu'on n'y touche plus. Par contre, on va maintenir en fait les chaînes de traçabilité. Par exemple, si les hash qu'on calcule sont en chasse 256, on les passera en masse en chasse 512, etc. Mais on ne va plus toucher à l'objet lui-même. Voilà, donc il y a un peu 2 écoles aujourd'hui qui sont tolérées par l'ANSSI aujourd'hui en termes de qualification, et qui présage de ce que va être certainement le service d'archivage qui va aboutir dans EIDAS V2, donc là qui est en cours de négociation aujourd'hui. Donc on va voir en fait ce qui va être imposé dans EIDAS V2 sur comment préserver l'intégrité d'un document numérique au niveau d'un règlement européen qui va s'imposer à nous quand il sera en application, c'est entre 3 et 5 ans je pense. Voilà. D'accord. On a un autre service qui permet de vérifier en fait les signatures qualifiées, donc aller prendre une signature, aller interroger les autorités qui ont produit les certificats et vérifier que ces certificats étaient valides au moment de la signature. Donc ça nécessite d'avoir une marque de temps sur les documents, ce qui n'est pas le cas partout. Et on pourrait en ressortir une attestation de conformité de cette signature qui elle-même va être archivée. C'est-à-dire que j'ai un processus de signature, j'ai signé, j'ai vérifié que mon document était conforme et j'archive à la fois les documents, mais également les attestations comme quoi c'était conforme. Donc, si j'ai besoin de démontrer que c'était conforme dans 20 ans, je ressors l'attestation en disant, voilà, c'était l'état de l'art il y a 20 ans. Voilà. Donc, c'est un service également intéressant qui peut être qualifié dans EIDAS, mais ça ne fonctionne que sur les signatures qualifiées qui sont une part très, très marginale des documents signés aujourd'hui. La plupart des documents sont des signatures simples ou avancées, à 90-95%, on va dire. Donc, je dirais que l'enjeu qu'on va avoir bientôt, ça ne va pas être tant de prendre un document signé et l'archiver dans un SE comme n'importe quel binaire, mais également de collecter tous les contextes de preuve, ce qu'on appelle les dossiers de preuve, pour pouvoir démontrer a posteriori qu'effectivement le contexte de production était conforme. Donc c'est pouvoir reprendre par exemple les chaînes de traçabilité des processus digitaux. Si par exemple j'ai un processus de signature de contrat en ligne, comment ça s'est passé, comment j'ai onboardé mon client, comment j'ai pris son identité, comment j'ai mis du KYC, etc. Donc archiver le processus, donc c'est archiver des logs globalement. Éventuellement archiver des attestations parce que ces processus digitaux vont s'appuyer sur des services qui sont souvent externalisés vers des autorités de certification, des tiers de signature, etc., qui eux-mêmes produisent des dossiers de preuve. Et comment je vais pouvoir rendre ça intelligible? Parce que ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que quand on ouvre un dossier de preuve, personne n'y comprend rien. Et ce qui est certain, c'est que dans 20 ans, personne n'y comprendra encore rien parce qu'il n'y aura même plus les informations qu'ils les ont produites. Donc toute la question aujourd'hui, de savoir comment on va normaliser ces dossiers de preuve et les rendre intelligibles. Voilà. Donc, et là, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Non, il n'y a pas de réponse encore aujourd'hui. Alors, on voit beaucoup d'opérateurs aujourd'hui qui produisent quand même des PDF dans les dossiers de preuve qui disent, ben voilà, globalement, ce qui s'est passé avec un schéma du processus. Et dire, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir les logs techniques et on documente comment sont structurés ces logs techniques. Mais ça reste quand même un domaine d'expert. La préconisation, c'est vraiment de travailler sur le fait de faire des dossiers de preuve intelligibles pour que la sphère du droit puisse s'en saisir. C'est-à-dire que quand vous aurez besoin de montrer ça devant un magistrat, par exemple, ils ne prennent pas peur en disant « j'y comprends rien » ou « il faut que je m'engage un expert », etc. Voilà. Donc, on y travaille aujourd'hui sur différents chantiers. Moi, je pilote un groupe au niveau de la Fédération des tiers de confiance sur les
les parcours digitaux et l'archivage des éléments de preuve. Donc je pense qu'on va sortir un référentiel d'ici fin d'année qui pourrait être potentiellement porté à la normalisation. Voilà, et on travaille également sur la façon de structurer en fait les objets signés de leur dossier de preuve dans des SAE, donc, notamment pouvoir les interopérer via des structures CEDA. Donc on y travaille avec le programme DITAM, par exemple, qui permettront de donner des formats d'interopérabilité de documents signés, mais également de dossiers de preuve, pour pouvoir les exploiter dans des SAE sur le long terme. Ce qui prouve bien que la question du SAE et de l'archivage électronique, elle est quand même sacrément touffue. Hein. Oui, mais quelque part, moi je trouve que c'est assez fantastique ce qui se passe, parce qu'en fait, à l'événement de l'informatique, l'archiviste a un peu été dénigré au sens où on fait du stockage en masse de choses, alors que là, en gros, on va demander à l'archiviste de dire préservez-moi des contextes et mettez-vous en capacité de nous restituer ces contextes. Et en fait, c'est le métier de la diplomatique, en fait, c'est ce que font les archivistes depuis le Moyen-Âge. C'est la science des actes authentiques. Comment je sais qu'un acte a été signé par telle personne à telle époque. Donc, du coup, je trouve que ça revalorise considérablement le métier d'archiviste, cette aventure IDAS. C'est vrai. C'est vrai. Alors, pour résumer, aux 60% des entreprises qui m'ont répondu qu'elles ne possédaient pas de SAE à notre enquête, vous leur diriez, vous leur donnez les 3 éléments de ROI que vous leur donneriez si elles déployaient un SAE. Ce serait quoi, chacun? Jean-Philippe, peut-être. 3 éléments de ROI. Okay. Dans ce que je disais, le point qui me semble effectivement important quand on parlait de consolidation et de construction du socle des systèmes d'information, c'est très technique, effectivement, mais c'est quand même un point important de ROI. Effectivement, aujourd'hui, on voit quand même pas mal de clients qui ont des vrais sujets de maintenance et de maintenabilité des systèmes, donc c'est un vrai élément. Le deuxième élément, c'est un élément de risque, hein, quand même, le risque de conformité. Il y a des engagements financiers qui sont extrêmement importants derrière ça et il n'y a plus d'entreprises qui peuvent vraiment ignorer ça. Les 60% qui l'ignorent encore, ils ne peuvent plus vraiment l'ignorer parce que le risque autour de ça est quand même maintenant devenu extrêmement important. Je pense que c'est quand même des drivers très très forts aujourd'hui, un peu techniques, et on voit que c'est des projets qui sont beaucoup pilotés par la DSI, mais un peu techniques. Le troisième driver, c'est quand même un driver d'efficacité. On cite souvent ce chiffre-là dans nos présentations, c'est que tout le monde passe 7 heures par semaine à chercher des documents sans jamais les trouver. Et effectivement, c'est quand même un vrai sujet de l'accessibilité à l'information. On parle de vue 360, on parle effectivement d'être capable de contextualiser l'information qu'on a. Et finalement, dans ce contexte d'information, le document au sens large, hein, le flux électronique ou le document produit individuellement ou numérisé, ce document-là, finalement, on a du mal à y accéder, on a du mal à le trouver, on a du mal à le rendre disponible au bon moment. Donc, je pense que ça, c'est le troisième driver fort de ces projets d'archivage électronique. Et Hervé, de ton côté, s'il y avait trois éléments de ROI à retenir? Je rejoins sur Philippe, si ce n'est que la notion de ROI me gêne un peu. Elle induit une notion de retour sur investissement. Or, faut pas se mentir, gérer proprement de l'archivage, c'est plus cher que pas gérer d'archivage. Faut se le dire. Par contre, ce que vous allez avoir, c'est une assurance. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une assurance à moindre coût, puisque de toute façon, les documents sont produits et ça vous permettra, en cas de litige, d'éviter d'avoir des amendes ou de pouvoir gagner des procès, etc. Donc, en fait, c'est vraiment comment je peux maîtriser mon risque à moindre coût plus qu'un ROI direct. Voilà. Ouais. Si vous voulez vraiment pas dépenser d'argent, ne faites pas d'archivage, vous en dépenserez moins. Une assurance, il y a quand même un ROI, simplement. Il n'est pas toujours réalisé, mais au moment où elle réalise, il est important. Voilà, donc ça dépend vraiment des secteurs d'activité, des durées de conservation. Je dirais que plus l'archivage est pris en amont, moins vous aurez de coûts quand même dans les problématiques de décommissionnement des SI et de gestion de l'archivage a posteriori, parce que ça coûte très cher. Comme je dis, la collecte est très chère, qu'on doit faire des tris 10 ans après la production des documents, qui est capable de faire le tri, etc. C'est compliqué. Donc, archiver proprement et de manière industrielle permettra de se rendre moins vulnérable par rapport à des problématiques de décommissionnement d'applications, puisque tout sera bien au chaud et aura bien été structuré dès le départ. Donc voilà, c'est un élément de ROI, moi qui me semble important. Voilà. Parfait.
Alors, dernière question. Oui. Ouais, je voulais juste dériver aussi un petit peu parce que bon, c'était une urgence. Il y en a d'autres qu'on n'a pas développé sous forme de slide, mais il y a un phénomène qu'on voit aujourd'hui, je rejoins ce que disait Jean-Philippe en démarrage, c'est les masses d'informations en fait, qui augmentent, et notamment quand on voit des diffusions d'environnement SharePoint. On voit beaucoup ça aujourd'hui, donc on pourrait dire pareil sur les Google Suite ou etc., mais principalement SharePoint dans les entreprises et les administrations, où actuellement, quand vous ouvrez un SharePoint, au bout de 6 mois, vous avez 200 sites. Vous commencez à avoir des teams dans tous les sens avec les documents projets qui sont doublons, triplons, quadruplons dans tous les sens. Et il y a un moment, il y a ce problème de la collecte et investir, en fait, comment je peux aller faire du moissonnage dans ce vrac numérique qu'on est en train de créer, qui va être dramatique dans beaucoup de temps et important. Je pense qu'il peut y avoir des usages de l'IA notamment très intéressants là-dedans, pour aller moissonner dans ces environnements collaboratifs et arriver à structurer l'information pour regarder que l'essentiel, que ce qui est engageant ou qui pourra avoir une utilité a posteriori. Donc, ce sera peut-être que 5-10% des masses, mais au moins stabiliser ça qui aujourd'hui, selon moi, est en train d'être diffusé en fait. On n'est pas dans des logiques de concentration et d'urbanisation de l'information, mais à l'inverse, on est en train de créer des vracs. Et je vous le dis, même chez nous, chez Xeniance, on a ouvert un SharePoint, c'est pareil. On voit qu'assez rapidement, il commence à y en avoir partout si on ne met pas un peu de méthode dedans. C'est vrai. Et alors, dernière question, puisque le SAE aujourd'hui est quand même… On a parlé surtout de documents, on a parlé de factures, on a parlé de documents signés, etc. Le SAE, c'est donc pour l'instant encore très attaché aux documents. Mais alors demain, puisque ça va évoluer quand même, on parle de plus en plus de données. Comment vous voyez évoluer tous les deux ce système et cette façon de le piloter? Alors, Hervé, oui. Effectivement, je pense qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Du fait historiquement, on était dans des processus dont la porte d'entrée était le document. C'est-à-dire, on recevait un document par courrier, on allait le traiter via des workflows, des back-office, etc. Aujourd'hui, on reçoit des demandes. Donc, on reçoit de la data qui vont être traitées dans le cadre de processus et accessoirement, on va aller produire des documents qui vont justifier ce processus. Donc, en fait, il y a un changement, c'est-à-dire que les systèmes vont plutôt être conçus sous l'angle data, donc collecter de la data, gérer des process, donc la traçabilité de ces process. Effectivement, il y aura besoin d'archiver de la transaction de ces data et les transformations de cette data. Donc, effectivement, je pense que les systèmes devront évoluer pour gérer de la data native et savoir la restituer de manière intelligible plus loin. Et il y a également le sujet de l'archivage des data. On va arriver sur la problématique du décommissionnement, notamment quand on est sur des systèmes big data, comment on va faire en fait pour garder ce patrimoine de données et pouvoir le réexploiter à long terme. Actuellement, il n'y a pas énormément de solutions, donc des modèles SIAR qui avaient été développés par la Suisse, mais ça consiste à redévelopper la base de données quand vous aurez besoin de l'exploiter. À mon avis, il y a des sujets de R&D intéressants à faire pour rendre exploitables les données dans des systèmes d'archivage évolués, enfin les prochaines générations, voilà, pour pouvoir exploiter ce potentiel de data. Il y a quand même... On a développé notre solution Data Content qui a une dizaine d'années maintenant, qu'on a développé récemment. On l'a pensé un peu big data, avec cette idée d'être assez agnostique finalement en matière de ce qu'on doit archiver. On a plutôt des assets numériques finalement qu'on doit archiver. On voit que leur forme évolue pas mal. Alors quand on en parlait ensemble, je peux prendre l'exemple de la santé. C'est vrai que les flux santé sont très normalisés, les flux échangés sont très numérisés. Et quand je cite l'exemple de l'électrocardiogramme par exemple, on pense vraiment au papier avec la petite courbe dessus. Aujourd'hui, le résultat d'un ECG, c'est vraiment une suite de chiffres et c'est un flux purement numérique en fait. Et ce flux-là, il a besoin d'être archivé parce que c'est une donnée de santé, c'est une donnée importante. Elle a une durée d'usage et il y a toutes les règles de conservation qu'on a autour du document qui doivent s'appliquer sur un flux qui est purement numérique. Donc c'est vrai que je vois une question dans le chat sur les data et les DAM. Tous les assets numériques, l'enregistrement d'un call center. Aujourd'hui, on fait de l'archivage des enregistrements de call center, de l'archivage des vidéos d'identification à distance. On fait de l'archivage de flux HL7 dans la santé. On fait de l'archivage de flux EDI pour la facture. Donc, la notion de frontière entre la data et le document, avec la digitalisation des process, elle devient de plus en plus floue finalement. Et le rôle des archivistes, et c'est un peu notre métier aussi, c'est vraiment d'avoir cette vision un peu globale d'assets numériques de l'entreprise et de la manière dont on préserve et on valorise toutes ces données-là un peu de manière équitable, effectivement, dans les processus métiers. Ouais. On a également, au-delà du domaine de la santé, un domaine qui est intéressant, c'est plutôt dans la construction immobilière sur l'archivage des BIM et des modèles numériques, des jumeaux numériques.
où là, ça pose des problématiques de représentation de l'information, qui est souvent des modèles tridimensionnels, mais plus parce qu'en fait, il y a des propriétés d'objets comme des résistances de matériaux, des calculs de force, des choses comme ça qui ne peuvent pas être représentées à plat sur un document. Par contre, qui généralisent parce qu'on a de plus en plus de supports, je dirais, multidimensionnels. Et ça, c'est aussi un vrai domaine d'exploration. Pour le coup. Eh bien, écoutez, merci. Merci d'avoir défriché le terrain du SAE et de nous avoir ouvert les yeux sur ces bienfaits, l'obligation de s'y mettre aussi, et les questions que ça suppose, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis écoutez, tous les auditeurs auront vos coordonnées dans le mail qui leur sera envoyé après l'événement. Je vous remercie de nous avoir accompagnés aujourd'hui, et puis je vous dis à bientôt.